Donc on est attendre le Malamont délibéré. Je vous demandais, je soumets votre approbation pour ces verbales de la séance du 29 novembre. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y a pas d'observation, les résultats adoptés. Nous pouvons donc passer aux délibérations. La première délibération porte sur l'attribution de compensation pour le mise à jour 2025. Monsieur Johanna. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit, comme on le fait régulièrement, de mettre à jour la solution de compensation. Ici, pour l'année 2025, qui porte essentiellement sur 3 points. Le premier concerne la globalité des collectivités communes. Il s'agit du lissage de la compensation relative à la collecte des ordures ménagères. Ensuite, s'agissant de la ville de Toulon, il s'agit d'une révision liée au service commun informatique. Enfin, s'agissant de la politique carcérale, il est de revenir à la discussion de compensation versée par cette dernière du fait de la diminution des amplitudes d'ouverture de l'office intercommunal du tourisme. Ce qui, si l'on fait amusant, deux chiffres à retenir. Un premier, 4 874 063 € qui seront reversés par certaines communes à la métropole. Quant au montant de la solution de compensation d'investissement, là aussi versé par les communes, qui se montent à 25 403 594 €. L'observation, je mets au voix. Et pour l'abstention, l'opposition, je vous remercie. Versement du avance financière j'ai été compris de force, monsieur Kelala. Oui, par courrier du 6 janvier 2025, le liquidateur du véhicule a sollicité une avance auprès d'un certain nombre de collectivités. Il s'agit de payer une première partie de la dette de fournisseur. Cette dette est avérée à hauteur de 2,2 millions et les sommes dont il est question concernent uniquement le versement de fonds aux petites et moyennes entreprises. Donc, il s'agit de ne pas pénaliser, de mettre en danger les petites et moyennes entreprises. Il s'agit aussi de limiter l'impact des intérêts de retard. Et CPR est appelé à hauteur de sa participation, soit un montant de 484 481 €. Des observations? Monsieur Marot. Oui, merci, Monsieur le Président. Simplement une intervention, parce que je n'ai pas bien compris si cette. J'ai bien compris que c'était pour aider les petites entreprises qui avaient probablement contribué aux prestations totalement somptuaires du second prix. Donc on sait depuis les audits menés par le cabinet Fidal que la dette établissable, autour de 35 millions, ça a d'ailleurs généré un conflit entre différentes collectivités. On ne sait toujours pas ce que constitue la réalité des engagements pris au départ. Donc on a un peu de difficulté quand on n'est pas informé, d'autant qu'il y a toujours, je crois, à savoir un dossier judiciaire pour ton fonds public qui n'est pas abouti. Donc est-ce que cet engagement, on a du mal on n'a pas la liste non plus des entreprises, des petites et moyennes entreprises que les collectivités sont censées aider par cet appel de provision entre 400 000 et 3 hauteur de 2 millions globalement. Est-ce que c'est un listing qui a été dressé par la Cour d'appel pour justement identifier et clarifier la dette avec ce mandataire qui est un ancien magistrat administratif ou pas? Alors, en fait, est-ce qu'il y a une garantie quand même que les prestations sur lesquelles, après cette gabegie absolue de cet événement, est-ce qu'il y a aujourd'hui une garantie que cette provision qui est donnée par anticipation sur une somme qui a été déterminée va bien aller à des personnes qui ont réellement accompli des prestations normales? Voilà. Merci, monsieur. Je comprends votre proposition. C'est compliqué, compliqué, qu'il y a eu beaucoup de réunions entre les différentes collectivités bailleurs de fonds, qu'il y a eu notamment l'initiative du département des instances judiciaires, pour y voir plus clair, auxquelles nous sommes d'ailleurs le plus souvent associés, qui a conduit à la nomination d'un liquidateur du GIP, M.
Froment, qui, je crois, fait efficacement son travail, et sans insulter l'avenir et sans porter de jugement définitif sur la qualité de la gestion qui est intervenue, les erreurs qui ont pu être commises, le constat a été fait que ce n'est pas à la petite entreprise de supporter, au risque d'ailleurs de ne pas survivre, les difficultés qui étaient pour nous. Donc sur la masse du déficit qui a été évalué environ 35 millions, pour le montant qui correspond aux petites entreprises, une décision collective a été prise de payer les créances qui existaient. D'autant plus que c'est une difficulté, au fur et à mesure que la dette est portée dans le temps, les intérêts s'accumulent de façon significative, et finalement les intérêts vont finir par dépasser le capital. Donc, c'est pas totalement satisfaisant, mais c'est une mesure, un geste envers les petites entreprises qui n'insulte pas l'avenir. Nous restons extrêmement vigilants sur les erreurs qui ont pu être commises et qu'un récent rapport de la Chambre générale des comptes peuvent peut-être ici ou là souligner ou permettre d'identifier d'autres erreurs éventuelles. Donc, nous gardons la totalité de nos prérogatives en matière de recours éventuel, mais nous allons dans ce sens pour les petites entreprises. Voilà, c'est le sens de la délibération d'aujourd'hui. Oui, M. Labarre. Merci, Monsieur le Président. C'est effectivement la délicatesse avec laquelle ce dossier doit être traité. Je trouve tout de même, nous trouvons, et notre vote sera un vote en responsabilité d'opposition très minoritaire. Et donc nous sommes opposés à cette délibération, pas du tout sur l'excellent principe qui est celui de pouvoir assurer aux petites entreprises qui sont déjà suffisamment en difficulté. Donc on sait que cette délibération sera très majoritaire. Mais tout de même, il y a deux personnalités qui, par voie médiatique, sont sans cesse en train de donner des leçons sur leur excellente gestion. Renaud Muselier et Christian Estrosi, qui sont tous deux totalement responsables de la situation, surtout Christian Estrosi d'ailleurs, du sujet dont nous parlons. Je trouve tout de même que pour les excellents gestionnaires qu'ils prétendent être, et d'ailleurs sur lequel on pourrait lire dans la communication très poussée, à grand renfort d'achat de pages presse, puisqu'ils s'en revendiquent, et c'est à eux d'assumer, et aux collectivités qu'ils président, d'assumer au moins l'assurance pour les petites entreprises de pouvoir régler ces factures-là. Donc en responsabilité, nous ne voulons pas que soit passé aujourd'hui sous silence, et c'est l'objet de notre vote contre, même si encore une fois il y a une négociation qui a été trouvée, et c'est vrai que le département du Var et la métropole de la Provence-Méditerranée ont mené ce combat en interne. Nous ne siégeons pas dans ce GIP, mais vous nous y représentez, et donc même si les efforts sont tout à fait louables, et si ce point d'équilibre pour nous est difficile de l'extérieur à appréhender, nous ne voulions pas que soit passé sous silence malgré tout la responsabilité de ces deux personnalités politiques éminentes de la région et qui malgré tout, sans cesse, donnent des leçons de leur excellente gestion. Ce trou abyssal de 35 millions, c'est leur bilan, et ça nous ne voulons pas continuer à le passer sous silence, tout en louant encore une fois le point d'équilibre que vous essayez de trouver. Je vous remercie. Alors, bien entendu, on n'est pas là pour se substituer aux instances qui auront à juger la pertinence ou non de la gestion qui a été opérée. Moi, je ne prends pas de jugement. Simplement, nous avons émis des remarques et nous avons souhaité que les personnes compétentes puissent apprécier à terme. Pour l'instant, on ne soit pas d'intermédiaire. C'est un jugement à l'égard de quiconque, et c'est donc la conclusion que je fais. Voilà, je convois cette contribution pour les petites entreprises qui est pour abstention, vote contre. Je vous remercie. Délégation de service public pour les solutions acquises de bain de mer sur le tir de plage de dégâts. M. Cavana. Oui, il s'agit de l'attribution à l'association WASH et l'autorisation de signer le sous-traité de plage. L'activité concerne la location d'un technologique non autorisé, ainsi que des prestations liées à cet objet. Je précise que l'association WASH était le seul candidat.
d'observation? Je mets au voix qui est pour. Je vous remercie. Actualisation du tableau des effectifs permanents. Monsieur Cavana, toujours. Les déclarations récurrentes, il s'agit de la mise à jour et de l'actualisation du tableau des effectifs, qui tient compte des besoins de l'évolution de la métropole et des besoins spécifiques au sein du conservatoire. Et le tableau qui montre qu'il y a une maîtrise des effectifs, puisqu'il y avait 2384 postes en 2021, nous sommes aujourd'hui à 2378 postes. Merci. L'observation, pas de vote contre, l'abstention, abstention, c'est donc approuvé. Approbation et confirmation des agents de la métropole. Oui, suite à l'avis favorable du comité social territorial du 15 novembre 2024, je vous propose d'adopter le plan de formation quadriennal 2024-2027 des agents de la métropole. Si vous n'avez pas d'inconvénient, je le mets au voix. Qui est pour? C'est donc approuvé. Action récursion à remboursement des frais engagés par les agents et aux actions à l'année professionnelle. Oui, c'est une délibération cadre qui autorise le président à former des actions récursoires pour les accidents de maladie professionnelle imputables au service et qui seraient intervenus avant le transfert ou la mutation des agents. Mon observation, c'est que le taux d'absentisme à TFM n'est pas très élevé quand on connaît le taux d'absentisme des collectivités. Moins de 9%, 8,7%, c'est tout à fait pertinent. S'il n'y a pas d'observation, je vous renvoie. Qui est pour? Je vous remercie. Société publique locale, société d'agent de gestion publique, M. Cavana. Oui, c'est une nouveauté législative. Monsieur le Président, on préfère se départer parce que nous sommes membres de la CG. Oui, mais vous pouvez rester, vous ne votez pas. Comme vous voulez, si vous préférez sortir, on va dire, c'est pas obligé. Mais bon, vous pouvez avoir d'autres raisons de sortir. Oui, il s'agit d'une nouveauté législative. On doit présenter à l'organe délibérant un rapport sur la gestion de sociétés publiques d'aménagement. La métropole est actionnaire de la SPL Saint-Germain et à ce titre, on envoie un rapport qui donne une information complète sur le contenu de la société et c'est un décret de mise en œuvre à compter du 1er janvier 2023 qui fixe le contenu. Je crois que c'est une quinzaine de thèmes qui doivent être abordés dans le cadre de ce rapport. Ce qu'il faut en retenir pour l'essentiel, c'est qu'il y a 2 nouveaux contrats d'aménagement qui ont été mis en œuvre. Le programme d'intérêt métropolitain de renouvellement urbain sur le commune de la Seine-sur-Mer et la concession d'aménagement du cœur de ville de la gare. Merci. Pas d'observation. Je mets au voix. Qui est pour? Abstention. C'est donc approuvé. Désignation d'un représentant de la métropole TPM au sein de la commission locale de transport public de personnes. Oui, il s'agit de retrouver la désignation d'un représentant de la métropole. Cette commission a pour mission de mettre des avis sur les actes qui modifient le nombre d'autorisations, notamment de stationnement des taxis dans les communes de rattachement, et de proposer la candidature de M. Laurent Geroff. Si nous avons des accords, nous pouvons procéder au vote à main levée. Bien. Monsieur Laurent Geroff est d'accord. Il n'y a pas d'opposition. Qui est pour? Donc approuvé. Merci Robert Cavana. On passe au rapport annuel de la Commission intercommunale d'accessibilité pour 2023. Monsieur Monsour. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. En effet, nous devons prendre acte de la présentation du rapport de la Commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap pour 2023. Ce rapport met en sens l'ensemble des actions entreprises par la métropole, aussi bien en matière d'aménagement pour l'accessibilité, et présente l'ensemble des actions engagées sur le territoire métropolitain pour les personnes en situation de handicap. Pas d'observation. Je le revois qui est pour. Abstention. C'est donc adopté.
Débat portant sur la politique locale de l'urbanisme, bilan 2024, perspective 2025, Madame Piquet. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Conformément au Code général des collectivités territoriales, la tenue d'un débat annuel sur l'urbanisme est une obligation issue de la loi Allium du 24 mars 2014. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative au plan local d'urbanisme, son organe délibérant tient, au moins une fois par an, un débat portant sur la politique locale de l'urbanisme. Ce débat ouvert permet à chaque représentant des communes membres de s'exprimer sans donner lieu à un vote. Il convient de prendre acte de la tenue de ce débat en tirant le bilan de l'année 2024 et en établissant les perspectives pour l'année 2025. Alors, vous savez, les grandeurs et servitudes de ce sujet, d'une part, l'obligation convaincre nos élèves de tenir un équilibre entre les perspectives de développement économique et l'accueil de logement d'une part, et le maintien d'un environnement de qualité qui fait l'image et l'attractivité de leur territoire. Et puis, une deuxième réalité, c'est que nous devons nous pouvoir, dans les méandres des règlements et législations, à titre d'exemple, entre la loi SRU, d'une part, zéro artificialisation nette, d'autre part, et nous essayons de tracer à l'intérieur un chemin. Donc c'est assez compliqué. On a rendu une copie à M. le Préfet, qui ne lui a pas paru totalement satisfaisante. Nous aurons sûrement encore des réunions avec lui, mais aujourd'hui, c'est l'état des lieux qui vous est proposé. Une observation? Oui, Madame Portuaise. Merci Monsieur le Président. Alors nous débattons aujourd'hui de la politique locale de l'urbanisme, un levier stratégique pour l'avenir de notre territoire. Si le bilan 2024 met en avant certaines avancées et que les perspectives sont tracées pour 2025, plusieurs points restent en suspens et méritent notre attention. Tout d'abord, le rapport du PLUI, après 2026, s'interroge. Cet outil est fondamental pour garantir une vision cohérente et partagée de l'aménagement de notre territoire. Son report nous expose au risque d'un empilement de révision locale et d'une perte de cohérence entre les politiques communales. Pourquoi attendre alors que les enjeux de mobilité, de transition écologique et de développement économique nécessitent une planification dès maintenant? Ne serait-il pas plus pertinent d'engager une concertation approfondie avec les communes dès 2025 pour éviter toute prise de retard? Ensuite, la transition écologique dans l'urbanisme doit être accélérée. La métropole affiche des ambitions avec le plan climat, air, énergie territoriale et l'objectif zéro artificialisation nette, comme l'a dit. Mais concrètement, où sommes-nous? Quelles surfaces artificialisées ont été compensées en 2024? Quels projets de renaturation sont programmés à court terme? Alors que nous faisons face à des vagues de chaleur de plus en plus intenses, la priorité devrait être donnée à la végétalisation, aux îlots de fraîcheur et aux corridors écologiques. Il est impératif de passer d'intention en réalisation. La conclusion, nous avons besoin d'un urbanisme anticipé, adapté et inclusif. Cela implique un calendrier clair, des engagements concrets et des actions mesurables. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une planification à besoin lointain sans agir directement. Merci. Il n'y a pas de représentation du PLU, il y a simplement des contraintes administratives extrêmement lourdes et longues qui font que le PLU viendra à son heure quand tout sera prêt. À titre d'exemple, nous n'avons pas encore de solution définitive pour le PLH, commune Accro et Carquerat. C'est dans le journal que j'apprends qu'il y a une réunion. C'est positif, semble-t-il, entre le maire de Carquerat et le préfet, qu'il y aura demain, après-demain, une entre le maire d'Alcro et le préfet. Nous allons multiplier ces réunions. Et bien entendu, ce qui vient servir la mise en place d'un PLUI, c'est tout ça. J'ajoute qu'il y a dans différentes communes des modifications et même des révisions du PLU, parce qu'elles avaient été entamées avant la posture du PLUI. Donc c'est tout ce puzzle administratif qui convient de mettre en l'œuvre et qui a conduit à soit différé par rapport aux hypothèses initiales, le PLUI. Moi, ce qui me paraît surtout important dans cette affaire, je pense que le partage à ce point de vue, c'est que le PLUI soit digne du nom qu'il porte.
c'est-à-dire un PLU, c'est un PLU intercommunal, et que donc, dans la mise en œuvre, dans la définition de ce PLU, la solidarité, la complémentarité, la vision métropolitaine l'emporte sur la mission successive de 12 PLU indépendants qui auraient été établis dans chaque commune. Voilà. C'est ça qui me paraît la priorité absolue. Et si d'aventure les nécessaires conversations, relations, modifications culturelles dans nos raisonnements nécessitaient des réunions complémentaires, moi j'en serais heureux, parce que c'est ça le véritable enjeu. C'est que nous arrivions dans le PLU qui sera mis en place 2026, 27, 28, je ne sais pas, à ce qu'il retrace véritablement une identité métropolitaine et que les choix qui soient faits soient des choix sur l'ensemble d'un territoire et non pas sur la mission de 12 territoires égaux. Voilà. C'est ça qui n'est pas la priorité des priorités. Oui, je suis d'accord avec vous, le petit I est très important, l'intercommunalité, et c'est vrai que la spécificité de chaque commune et la concertation est importante aussi. Moi, je dis que je suis d'accord avec vous pour l'intercommunalité dans le PLU, c'est très important, mais que la concertation avec les communes et la spécificité de chaque commune est importante, il faut la prendre en compte aussi. Ah ben bien entendu, bien entendu. Voilà, cet échange ayant eu lieu, je mets au voix non, je ne mets pas au voix. Il n'y a pas de délibération là-dessus. Ah, vous demandez la parole? Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, vous avez répondu en partie à la question sur le PLU, mais il fait état en passage du rapport que justement l'élaboration, enfin on pousse la discussion de l'élaboration du PLU communal après les élections municipales de 2026. Alors la question c'était, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de ce PLU qui risque de mettre en péril certaines élections sur la plan politique pour éviter de le mettre en place et de préciser justement qu'il sera mis en place après les élections municipales de 2026. Concernant le PLH, en page 9, je ne doute pas que vous souhaitiez maintenir le meilleur cadre de vie possible pour vos administrés. Pourtant, ces derniers mois, vous avez délibéré en conseil municipal en faveur du programme local de l'habitat. Ce programme prévoit coûte que coûte la construction d'environ 14 000 logements, dont 2400 et quelques chiffres, par exemple. Ce PLH a nécessité des heures et des heures de travail de la part des services de la métropole et des communes. Et pourtant, cette rencontre dernière, c'est faux. Nous apprenons dans la bouche de M. le maire que ce PLH serait de toute manière retoqué par le préfet car illégal. Je pense exactement ces mots. Mais quelle est une telle délibération si ce programme était illégal? Quel maire aurait fait voter une délibération au conseil municipal pour la mise en place du programme de l'habitat illégal dans sa commune? Alors nous avons entendu certains maires dire oui, de toute manière, on est obligé de le voter, même s'il est illégal. Vous vous rendez compte du manque de crédibilité d'un tel argument vis-à-vis de vos administrés. Ce projet de PLH a été transmis à M. le Préfet le 13 janvier 2025. Vous en avez parlé à l'instant. Avez-vous un retour clair et net à ce jour? Visiblement, ce n'est pas encore tout à fait déterminé. Nous entendons régulièrement les maires se plaindre d'être obligés de subir cette loi SCL contraignante qui les force à bétonner nos communes, quitte à défigurer notre cadre de vie au risque de subir des foudres de la préfecture avec des centaines de milliers d'euros de pénalité. Chaque année, c'est en fait la double peine. Plus de bétonnage des communes et plus de pénalités SCL. Alors oui, quand votre famille politique est plutôt manette d'un pays, vous avez coupé le coche, vous n'avez rien fait pour modifier cette loi, qui ne prend pas en compte le nombre de spécificités de nos communes, comme les zones militaires, les zones naturelles de mine, les espaces classés boisés ou la loi électorale. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, la situation en cours et que vos représentants à l'Assemblée nationale sont tous absents pour voter une proposition de loi adaptée, allant dans le bon sens, visant à modifier cette loi SCL. La proposition de loi des députés, par exemple. Alors, soit vous députés ne vous écoutent pas, et il faut peut-être vous tourner vers les parlementaires qui vous écoutent pour rattraper vos erreurs pour les autres. Vous en connaissez quelques-uns, un conseiller comme Jean Lavalette, par exemple, sur les localités, dans la rencontre. Soit vous
cautionner l'action de vos députés. Dans ce cas, il faut simplement l'assumer devant vos concitoyens et arrêter de se cacher derrière les règles de la loi SRU, ce que vous ne voulez pas réellement changer. Dans l'intérêt collectif, nous devons avoir un petit peu de courage par rapport à ce fonds de DPH. Je vous remercie. Bien, monsieur, merci beaucoup. Vous avez fait un tour d'horizon complet de la division des choses. Si le PNU avait été adopté dans les élections municipales, l'opposition dont vous faites partie aurait crié scandale, arrêtez, tout le monde aura fait accompli. Si l'aventure PNU est votée après les élections municipales, vous criez au scandale dans la mesure où on n'y va pas clair, vous avez un peu de responsabilité. Je crois que si vous avez quelques idées, ça vous permettra de les exprimer au moment des élections municipales. En tous les cas, nous, on fait les choses à la vitesse qui convient. Vous demandez, me semble-t-il, si nous avons eu une réponse du préfet sur le PLH, si vous avez bien écouté, je l'ai dit par mon intervention, le préfet nous a écrit pour dire que le PLH que nous présentions à certes quelle qualité, mais qu'il y avait une marge de progression qui continuait à devoir être opérée concernant, je les ai cités, la commune de la Crau, la commune de Carquera, qui vont rencontrer M. le préfet, on rencontre ensuite, pour essayer d'avoir une vision globale et partagée. Voilà, après, pour le reste, la loi SRU, je peux vous dire que sans doute le premier qui a commencé à critiquer dans ce département, c'est mon serviteur, donc je n'ai pas de leçon à savoir là-dessus, mais à un moment donné, la loi c'est la loi, c'est compliqué. C'est vrai que vous n'avez pas voté la loi SRU, puisque vous n'êtes pas député. Qu'auriez-vous fait dans un autre cas? Vous seriez pas abstenu, comme parfois, de telle façon que les mesures passent, je n'en sais rien. En tous les cas, la loi SRU mérite, je partage sans doute ce point de vue avec vous, au moins un, mérite d'être sinon supprimé, du moins amendé. C'est ce sur quoi nous battons depuis presque une dizaine d'années maintenant. Eh bien, on verra le résultat aux prochaines élections. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Et nous pouvons donc passer à la délibération suivante, ville de la Crau, révision générale du PNU, Madame Piquet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Guérin, pardon, monsieur. Simplement, avec le Front National, tous les scandaleux, la gestion de Muselier, la gestion d'Escrozi, la gestion du Mexico, et patati, et patata, ce sont des paroles. En attendant, j'attends toujours que le Front National dépose une proposition de loi pour modifier la loi SRU et je ne la vois pas arriver. Oui, absolument. Je ne la vois pas arriver. Et dans le même temps, ils sont toujours là à expliquer qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour loger les gens qui en ont besoin, mais de notre part, on fait trop besoin. On est dans une contradiction complète, dans la polémique permanente, mais dans l'action jamais. Bon, on va pas faire un débat. Je ne peux pas répondre. Non, il n'y a pas de réponse. Vous avez des réquisitoires, la parole était donnée à la défense, je ne méritais pas de jugement. Ça, le tribunal aura terminé son intervention. Ville de la Crau. Ville de la Crau, Madame Piquet. Merci, Monsieur le Président. Conformément à la délibération du Conseil métropolitain du 13 février 2018, approuvant la poursuite et l'achèvement des procédures d'élaboration et d'évolution du PLU de la Crau, la métropole poursuit la révision générale du PLU de la Crau. La tenue obligatoire du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu le 16 décembre 2021. Or, les évolutions législatives prévues par la loi Climat et Résilience et l'intégration de ces nouveaux éléments au projet de PLU, notamment l'intégration de la zone de zéro artificialisation nette, ont contraint la commune et la métropole à retravailler les orientations du PADD relatives à la consommation de l'espace. Ces modifications n'ont pas remis en cause l'économie générale du projet. Cependant, la tenue d'un débat complémentaire sur les orientations générales du PADD en conseil municipal puis en conseil métropolitain apparaissent nécessaires. Il s'agit de prendre acte de la tenue du débat complémentaire relatif au projet du PADD dans le but de répondre aux exigences de la loi Climat et Résilience. Merci, Madame Piquet. Monsieur Leroy. Merci, Monsieur le Président. Moi, l'extension des zones d'activité entre la commune et la Crau, le long de la RD 98, ça me semble un peu une aberration, c'est un projet purement spéculatif. Cette zone de discontinuité urbaine entre la gare de l'Est doit être préservée, c'est un bassin d'infiltration des routiers.
Il faut raisonner à l'échelle de la métropole pour les zones d'activité. Là, je rejoins le PLU qui est fondamental. Ces zones d'activité méritent d'être restructurées, mieux desservies en transport en commun. Arrêtons de les étendre, cela freine le recyclage des entreprises d'activité obsolètes. Car oui, le recyclage des entreprises obsolètes devrait être une priorité. Je voterai donc contre cette modification du PLU. Très bien, pour notre observation, je le revois, qui est pour, qui s'abstient, et qui est contre. Je vous remercie. Ville de la Garde, approbation de modification simplifiée du plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme de la ville de la Garde nécessite certaines adaptations afin de mettre à jour la liste des emplacements réservés, et notamment de supprimer le numéro 31, corriger les erreurs matérielles sur le plan graphique et intégrer les arrêtés préfectoraux en date du 9 janvier 2023 relatifs aux voies bruyantes. La nature de l'ensemble des modifications apportées a permis d'engager une procédure de modification simplifiée du PLU. Une mise à disposition du dossier de modification a été réalisée du 16 décembre 2024 au 20 janvier 2025. Cette mise à disposition n'a pas remis en cause la procédure. Cette délibération a pour but de proposer d'approuver la procédure de modification simplifiée numéro 1 du PLU de la Garde. Des observations. Il n'y a pas d'observation, je le revois, qui est pour. Je vous remercie. J'ai omis de vous demander à l'Assemblée de prendre acte du débat sur l'organisme. Il y a donc eu un débat, pas d'abstention, pas d'opposition, il y a eu un débat. Je vous remercie. Ville de Toulon, approbation de la déclaration de projet de leur mise en compatibilité du PLU dans le cadre du projet d'aménagement de l'Anstalarie. La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la ville de Toulon est rendue nécessaire pour cette mise en œuvre de la déclaration du projet portant sur le réaménagement de l'Anstalarie. La déclaration du projet en portant mise en compatibilité a été prescrite par arrêté du président de la métropole le 24 novembre 2023. Le dossier de la procédure du PLU de Toulon a été soumis à enquête publique du 7 octobre au 8 novembre 2024. À l'issue de cette enquête, le dossier a été modifié de façon mineure pour tenir compte des différents avis. Compte tenu que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, il convient désormais d'approuver la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la ville de Toulon dans le cadre du projet de réaménagement de cette province. Pas d'observation. Je le vois. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc approuvé. Ville d'Olioul. Modification du plan local d'urbanisme, l'organisation de la zone de la ville du secteur de Cancun. Le plan local d'urbanisme nécessite des modifications pour adaptation de certaines dispositions réglementaires, correction d'erreurs matérielles au sein du règlement, précision au sein du lexique, ajout, agrandissement et modification des espaces verts protégés afin de distinguer deux niveaux de protection, création d'un sous-secteur EFI au sud de l'avenue Jean Monnet, création d'un sous-secteur UDPB dans le secteur de Château-Vallon, modification des normes de stationnement dans les zones urbaines et à urbaniser, ajout d'une inscription graphique sur le secteur de l'OAP Saint-Roch, ajout et modification d'inscription graphique relative au projet du Technopole de la mer, suppression d'un linéaire commercial, mise à jour des emplacements réservés, modification et ajout d'éléments de patrimoine protégé, mise à jour de l'annexe relative à la carte des voies bruyantes et modification de l'OAP de la Castellane. Conformément au code de l'urbanisme, l'ouverture à l'urbanisation du secteur de Camp-du-Bruy doit être justifiée par une délibération qui a pour but de justifier l'utilité de cette ouverture. La partie reclassée en zone UDP est déjà urbanisée. Il s'agit ici de respecter l'occupation actuelle du sol tout en limitant les possibilités de densification de ce tellement. La partie reclassée en zone A permettra de préserver le potentiel agronomique existant, mais également de poursuivre l'activité agricole présente sur le tellement foncier. Merci, monsieur Leroy. Merci, monsieur le président. C'est un peu la même chose. Ce projet d'ouverture à l'urbanisation de la zone de compromis me paraît vraiment pas une bonne idée. C'est un terrain de 5,5 hectares, limitrophe des zones agricoles, qui pourrait très bien en devenir une. Il y a une terre fertile dans cette zone. Nous avons des petits agriculteurs qui cherchent des terrains à prix agricole, pas à un prix spéculatif. Nous avons besoin de terres nourricières sur notre métropole.
La MRAE avait d'ailleurs déjà donné un avis critique sur l'ouverture de la zone 1AE de Montauban un peu à l'est. La commune de Lune est celle qui a connu la plus grande extension urbaine en valeur relative et absolue de la métropole. Il est urgent d'attendre un PLU métropolitain pour réduire les conquêtes urbaines de plus opportunités foncières. Cette extension ne se justifie pas au regard des enjeux de biodiversité, de déplacement et de protection des zones agricoles. Donc, regardez chaque soir l'embouteillage sur la bretelle de route menant au bout. Vous en voulez encore plus? Je voterai donc contre cette délibération, cette modification du PLU. Merci. Bon, ce que j'observe quand même, et vous ne pouvez pas le contester, c'est que cette zone se voit classée à vocation agricole pour 82% de ses surfaces. Donc c'est une façon, je dirais, de prendre acte d'une réalité et d'aller dans une direction qui devrait nous convenir. Parce que quand la totalité des zones AU, donc la totalité aurait pu être mise en ruralisation, 82% sont mis en zone agricole. Ça me paraît plutôt pertinent et positif. Vous aussi. Ok, je vais au voir. Qui est pour? Abstention. Je vous remercie. Procédure de clôture de la SAC par l'activité des pailles sur la commune de Sifour. Conformément au dossier de réalisation de la SAC par cette activité des pailles à Sifour, tous les lots ont été vendus, les équipements publics réalisés et les espaces publics classés dans le domaine public. Elle peut donc être clôturée et ainsi rendre à nouveau applicable, lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme valant la création de surface taxable, la perception de la part métropolitaine de la taxe d'aménagement dont l'application avait été supprimée lors de la création de la SAC, ainsi que la participation pour le financement de l'assainissement collectif. En observation, je m'en vois. Qui est pour? Abstention. Avant numéro 3, la convention habitable sociale métropolitaine. Cette convention avec l'établissement public foncier EPF PAGA a pour objet d'acquérir le foncier sur les communes de la métropole dans le but de contribuer à la politique de l'habitat. Le présent avenant à cette convention permet d'une part d'augmenter de plus de 10 millions le montant de la convention et donc les moyens disponibles pour cette politique. La nouvelle convention s'élève ainsi à 65 millions, dont 13 restent disponibles. Et d'autre part, prévoit un protocole partenarial entre les communes concernées à la métropole afin de mieux définir les modalités d'intervention et les responsabilités mutuelles. Il s'agit donc d'autoriser la signature de l'avenant numéro 3 à la convention Habitat Multisite métropolitain avec l'EPF PAGA. On se permet de mettre l'EPF PAGA dans une contribution essentielle aux activités, aux projets de logement et d'activités communes. Avec bien entendu cette précision que quand une commune demande l'intervention de l'EPF, elle est également comptable pour l'avenir au même titre que la métropole, puisque théoriquement, si au bout de 5 ans en général, l'EPF n'a pas revendu les terrains pour une réalisation, c'est à la commune de les porter, ou à la métropole. Je crois que cette déclaration permet d'apporter un certain nombre de précisions. S'il n'y a pas d'opposition, je me vois qui est pour. Je vous remercie. Transfert de gestion d'emprise de domaine public de Toulon. La ville de Toulon est propriétaire d'une parcelle sise à Toulon, 961D, chemin des Fours à Chaud, une superficie de 1091 m². Cette propriété communale est située en contrebas d'une falaise, la surplombant, elle-même soutenant le chemin Pellou. La commune avait acquis cette propriété afin de pouvoir assurer la sécurisation de la falaise et par conséquent de la voie. Falaise qu'un rapport d'expertise préconise de purger à intervalles réguliers. La falaise doit être entretenue et confortée de manière régulière par la métropole dont elle a la compétence. Compte tenu du fait que cette propriété participe à la sécurisation et à la conservation de la voie, elle doit être considérée comme étant constitutive d'un accessoire de la voirie et relève de ce fait du domaine public communal. Il convient donc de transférer la gestion du bien à titre gracieux à la métropole pour une durée de 15 ans renouvelable. La présente délibération a donc pour objet d'autoriser M. le Président à signer la convention de transfert de gestion consentie par la ville de Toulon à la métropole. Observation, pas d'opposition, pas d'abstention, c'est donc approuvé. Approbation de la convention de cadre pour l'installation d'un machine de recharge pour véhicules électriques et hybrides. La métropole
métropole a transféré par délibération du 18 décembre 2018 la compétence infrastructure de recharge pour véhicules électriques, IRVE, au syndicat mixte de l'énergie des communes du Var, signé l'hectare, devenu territoire d'énergie 83, afin que celui-ci procède au déploiement de 300 points de recharge sur l'ensemble du territoire métropolitain, conformément à l'action numéro 36 du plan de déplacement urbain. Par la suite, la métropole a approuvé le 10 novembre 2020 l'adhésion du signé l'hectare au réseau e-borne dans le cadre d'un contrat de délégation de service public porté par la société SPVR1, en charge principalement de la commercialisation, du maintien en conditions opérationnelles, de la fourniture de l'énergie et de l'assurance du support. Le déploiement des bornes IRVE sur le domaine public est étant en grande partie réalisé et convient de signer pour chacune d'entre elles une convention d'occupation du domaine avec la société. Cette convention détermine les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles la personne publique accorde aux bénéficiaires une autorisation d'occupation temporaire de son domaine public. En contrepartie de cette occupation, le bénéficiaire sera tenu au paiement d'une redevance annuelle de 10 € par borne installée. Il est proposé de valider le modèle de convention cadre joint à la délibération. Merci. Observation, abstention, abstention. C'est donc approuvé. Encore une convention de la métropole La Valette, un syndicat de gestion Bégoutier, pour la gestion d'entretien des bassins capteurs de crues. Le comité syndical de gestion de Bégoutier a approuvé le 19 décembre 2024 la convention entre la métropole et le syndicat de gestion de Bégoutier, ISGE, pour la gestion et l'entretien d'un bassin écrêteur de crues situé dans le quartier des Moulières à la Valette-du-Var. Le bassin d'une superficie de 5400 m² d'un volume de 4950 m3 a un usage mixte. La régulation des crues et l'aménagement public comprenant un terrain de boule, un espace de stationnement et des espaces paysagers. La convention précise les responsabilités de chaque partie. SGE assure la gestion et l'entretien des équipements hydrauliques ainsi que le nettoyage après les crues. La métropole prend à sa charge la gestion et l'entretien du site, soit la gestion et l'assurance des équipements de surface, l'entretien courant du parc, le remplacement des dispositifs non hydrauliques devenus obsolètes et détériorés, la propreté. La convention est conclue pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Observation. Je me vois qui est pour. Je vous remercie. Et je remercie la communauté pour cette différente délibération. Validation du projet du plan climat, air, énergie territoriale de la métropole, M. Bassin. Monsieur le Président, mes chers collègues, je dirais enfin, nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui le projet du plan climat, air, énergie territoriale. Il faut vous rappeler que ce plan est bien un document de référence, comme son nom l'indique. Il est aussi transversal puisqu'il va agir sur toutes les compétences de notre métropole, mais aussi sur un certain nombre d'activités qui ne sont pas de la compétence de TPE. Il faut se rappeler qu'il est obligatoire, alors à l'époque où on avait commencé à le faire, c'était pour toutes les EPCI de plus de 50 000 habitants, et la loi exige aujourd'hui que ça soit de plus de 20 000 habitants. C'est transversal, ça intéresse toutes nos activités, et donc, je rappelle le titre, c'est plan climat, air, énergie territoriale. Et donc, nous avons fait une première phase diagnostic qui comporte une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre, une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone, une analyse de la consommation énergétique finale du territoire, la présentation des réseaux de distribution, un état de la production des énergies renouvelables, une analyse de la vulnérabilité du territoire. Je me souviens, il y a quelques années, avoir échangé avec le ministre Porte qui était en charge du plan climat et qui avait une très bonne image. Il disait qu'en fait, c'est une armoire à tiroir et qu'à chaque fois qu'on tire un tiroir, on doit faire un diagnostic, mais on doit faire aussi
On doit définir des objectifs et on doit faire des actions. C'est seulement lorsqu'on aura fait tout ça qu'on pourra refermer le tirage. Et donc, derrière, dans ce plan climat et énergie territoriale, nous avons défini des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, renforcement du stockage de carbone. Nous avons des objectifs de maîtrise de la consommation d'énergie finale, de production et de consommation des énergies renouvelables, de la livraison d'énergie renouvelable, de la production biosourcée à usage autre qu'alimentaire. Nous avons des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques. Nous avons des objectifs d'évolution coordonnée des réseaux énergétiques et aussi d'adaptation au changement climatique. Et enfin, une fois qu'on a fait le diagnostic et qu'on s'est donné des stratégies, des objectifs, il y a un programme d'action sur les secteurs d'activité qui sont le résidentiel, le tertiaire, le transport routier, les autres transports, l'agriculture, les déchets, l'industrie, branche énergie, la chaleur et le froid, pour les émissions de gaz à effet de serre, dont les émissions correspondantes sont comptabilisées au stade de la consommation. Donc, il définit les actions à mettre en œuvre par la métropole, mais aussi par l'ensemble des acteurs sociaux et économiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation, d'animation en direction des différents publics et acteurs concernés. De plus, dans la mesure où le territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère qui est présidé par M. Préfier, le plan permet également de prévenir ou de réduire les émissions qui animent en fait le plan. Ensuite, il faut savoir qu'une fois que nous aurons définitivement arrêté ce PCAT, il y aura un dispositif de suivi et d'évaluation. J'ai le plan ici, il fait plus de 200 pages avec tous les tableaux. Et donc je voudrais rappeler que nous avions arrêté une première fois ce plan en 2022. Et comme la loi le prévoit, nous avions transmis à l'État ce plan qui nous avait fait un certain nombre de remarques. Et là, nous avons eu une grande discussion. Est-ce qu'il fallait faire un plan dont on était sûr que nous pourrions le réaliser? Parce que vous verrez, les actions, elles sont importantes, et à la fois dans le temps, mais aussi financièrement. Ou est-ce qu'on faisait un plan qui correspondait au SRADET? Et donc, nous avons choisi de faire un plan qui correspond au SRADET. Et j'ai une courbe devant les yeux qui a suscité d'ailleurs de grandes discussions. C'est la synthèse des objectifs énergétiques. Le SRADET définit qu'à l'horizon 2050, il faut diminuer la consommation d'énergie. Et donc, si on se dit qu'en 2050, le chiffre qui est donné par le SRADET est égal à 100%, nous nous sommes donnés comme objectif de produire des énergies renouvelables qui arrivent à 94%. Et donc, nous serons conformes à quelque chose près au SRADET. Après, il est clair que toutes les actions que nous avons dans ce plan doivent, notamment pour l'énergie, correspondre à nos objectifs. Et là, ça sera le problème. Parce qu'aujourd'hui, les CET, c'est transversal, mais en final, il y a beaucoup. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement quels seront les moyens que nous aurons pour réaliser ces objectifs. Toujours est-il qu'il est terminé. Moi, je voudrais féliciter une nouvelle fois nos collaborateurs qui fait ce travail de longue haleine, qui nous a quelque part obligés, d'une part, à discuter avec un certain nombre d'entités qui sont producteurs à la fois d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de polluants. Et puis, il a fallu aussi discuter avec Atmosud qui nous a donné, sur la base c'est un peu compliqué, on va dire sur la base des émissions de 2021. Et donc, ça a pris du temps. Je me souviens que ici, dans cet hémicycle, nous avions projet d'avoir mis autant de temps.
et c'est le temps qu'il fallait pour le PMI, pour vous transmettre aujourd'hui un projet de PCAET. Si nous l'arrêtons tel qu'il est, ça veut dire que ce projet va partir en concertation et en observation au service de l'État. Et si nous n'avons pas de remarques, nous mettrons en concertation au niveau du public ce PCAET. Je pense avoir tout dit et répondre aux questions. Je vois que certains sont déjà prêts. Et j'ai à côté de moi le blanc. Bon. D'aventure, on me demande des chiffres. Bien, merci beaucoup. Merci, M. Dupassan, merci, M. le Président. Au moment de choisir ma carrière professionnelle, j'ai été tenté par l'enseignement. J'aurais pu être professeur de mathématiques ou notre mère de Tours. Mais après réflexion, j'ai peur de voir chaque année répéter les mêmes choses. J'admire les professeurs qui font ce métier avec passion. Mais en cette enceinte, j'ai l'impression d'être un peu comme un professeur à répéter chaque année les mêmes évidences, les mêmes démonstrations. Peut-être que cela finira par porter ses fruits, comme l'espère chaque année le professeur. Alors je vais dire ce que m'inscrit sur le PCAET. Il y a bien sûr de belles choses dont M. Dupassan a raison d'être fier. Mais on peut évidemment améliorer les trois aspects, climat, air et énergie. Je vais juste prendre en sens inverse. Pour l'énergie, une fois que tous nos toits seront couverts de panneaux solaires, que tous nos déchets seront revalorisés en énergie, que nous-mêmes, nos rivières, nous aurons donné un peu d'électricité, qu'est-ce qu'il restera à faire? J'y vois deux choses. De la production éolienne, sans doute principalement en éolien offshore, flottant au large de Toulon. Mais aussi, pourquoi pas ne pas installer des éoliennes sur la grande jetée fermant la petite rade. Il pourrait y avoir une certaine élégance à voir dans celle qui est au bout. Et surtout, il faudrait nous continuer à réduire nos consommations. Comment? En favorisant les économies d'énergie. Tout d'abord en isolant au maximum tous les bâtiments publics et en aidant encore plus les particuliers à isoler la payeur. Et ensuite, en diminuant la part de la voiture individuelle dans les transports pour favoriser les transports lourds et les transports en commun. Et sur ce dernier point, le PCAET me semble bien ambitieux. En deuxième point, la qualité de l'air. Je vais lire en premier la conclusion, page 196 du PCAET pour en démontrer l'importance. La dégradation de la qualité de l'air, notamment par l'ozone et les particules, pourrait être une menace pour la santé de la population, en particulier pour les personnes les plus vulnérables, personnes âgées, nombreuses sur le territoire et puissantes. D'où vient la majeure partie de la pollution? Des voitures et des ferries. Ferries qui continuent à dégrader la santé de nombreux Toulonnais, malgré les petits progrès faits en matière de carburant utilisé. Bien, on pourrait gagner sur ce point en favorisant aussi les transports doux et les transports en commun. Le troisième point, c'est l'adaptation au changement climatique. Là, les leviers sont divers et variés, mais tout aussi importants. Les imperméabiliser les sols, ça vient petit à petit, bien sûr, pour l'environnement complet, ça vient. Mettre des arbres à feuilles caduques en ville pour ombrager l'été et se passer le soleil en hiver. Faire attention à la disponibilité en eau douce. J'en profite pour rappeler que le projet de carrière Amazon menace notre nappe phréatique et que la métropole devrait aussi agir pour empêcher cette carrière de nous menacer. Il faut arrêter de construire en zone inondable et submersible, diminuer la production de gaz à effet de serre, on pourrait aussi gagner sur ce point en favorisant les transports doux et les transports en commun. Je vais balayer rapidement ces trois points, je vais donc conclure. De ce que j'ai dit, certains retiendront peut-être pour faire le buzz une belle image de la grande jetée avec de belles éoliennes. J'aimerais aussi que l'on retienne qu'une voie de toiture, c'est 1200 personnes par heure maximum. Pareil pour une voie de bus. Une voie de tram long, ça peut faire passer 6000 personnes par heure. Revenons-en aux maths. On peut donc faire passer 5 fois plus de personnes dans une voie de tram qu'une voie de voiture ou bus. Nous avons actuellement une vingtaine de voies pour traverser Toulon. On en enlève 2 pour le tram, on en enlève 10, ce qui nous mène à un équivalent de 28 voies, soit 40% de possibilité de transit complémentaire, de bouchons en moins, et autant de pollution en moins. J'espère que le maire de Toulon est d'accord avec mon calcul. J'espère pouvoir acter certaines avancées sur ces points de l'an prochain. Je vous remercie. Merci. M. Vincent, quelques mots. Quelques mots. 2 mots. Alors, je pense que vous n'avez pas tout lu le PCAET et vous avez bien raison. Parce que si vous aviez lu le PCAET jusqu'au bout, vous auriez vu que notamment sur un certain nombre de choses, on a précisé des points. Sur l'éolien, on a expliqué
particulier, notamment avec la marine, notamment avec les hélicoptères, etc. Nous ne pourrons jamais faire d'éolien. Jamais. Tant que... En offshore, flottant peut-être aussi. Attendez, je parle pour l'instant terrestre. Et après, en offshore, c'est aussi la même chose. À part d'aller le faire très loin et encore vers la Corse, je ne pense pas que la marine permettra de se mettre de l'éolien. D'ailleurs, les Corses sont aussi beaucoup, j'allais dire, parce qu'il y a de l'éolien en mer. Alors il y a des endroits où on peut le faire. Et donc le comité de façade a travaillé là-dessus en faisant concertation avec les associations, etc. Et a défini quelles étaient les zones où on pouvait, et les zones où on ne devait pas. Nous faisons partie des zones qui ne doivent pas être équipées en éolien. Sur deuxième parole, vous avez parlé d'isolation. Dans le PCAET, il est bien prévu un certain nombre d'actions. Je rappelle qu'Arnaud, la métropole depuis des années, travaille avec Guéchensois, qui permet à tous les habitants de la métropole d'avoir des conseils, d'avoir aussi des aides sur la méthode d'isoler la maison, car l'isolation des maisons sont responsables des isolations des maisons en général, ainsi que le chauffage. Ces maisons sont responsables de plus de 30% des gaz à effet de serre. Donc j'ai répondu sur le point, et comme je vous l'ai dit il y a très longtemps, si vous voulez qu'un jour, tous les deux, en dehors de l'hémicycle, on ait un débat sur en présence du président. On vous racontera. Voilà. Très bien. Madame Porteuse. Mais nous devons aussi assurer que ces ambitions sont traduites en actions concrètes et efficaces. L'objectif de 27% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 marque une avancée, et plusieurs territoires visent 40% de cohérence à la stratégie nationale bas carbone. Nous avons donc une marge de progression, notamment sur 3 points clés: les énergies renouvelables, notre territoire a le potentiel de 3300 GWh, et nous la produisons aujourd'hui de 294. Pour accélérer, la cartographie des zones d'accélération doit permettre d'identifier plus rapidement les secteurs propices au solaire sur les bâtiments publics, les parkings et les friches. Nous devons aussi encourager l'autoconsommation collective qui permet aux habitants et entreprises de partager localement leur production d'énergie. Deuxièmement, la mobilité. Nous savons que l'autosuffisance est parfois trop présente dans notre métropole. Aucun transport sont la première source d'émissions sur notre territoire. Dans les alternatives plus attractives, des réseaux de transport renforcés, un maillage social sécurisé et une planification incitative est une priorité. Et enfin, les financements. Ce plan fixe un cap, mais sa réussite dépendra des moyens, comme l'a dit justement M. Vincent. Et nous devons mobiliser davantage de financements nationaux et européens et renforcer les synergies avec les acteurs économiques locaux. Ce PCAET est un cadre essentiel, mais il doit gagner en efficacité et en rapidité de mise en œuvre, et en base de l'attractivité de la résilience de notre territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. On peut toujours mieux faire, davantage, et mieux concerter. On essaie de faire pour le mieux. Alors, le groupe technique, Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Évidemment, le Président vient de le rappeler, mieux faire toujours un objectif. Et Gilles Vincent l'a dit dans la présentation du rapport, nous sommes sur la même voie. Et nous ne sommes pas seulement sur la bonne voie sur le papier, nous sommes dans les faits, ça veut dire qu'il y a une politique territoriale qui est efficace. Malgré l'augmentation importante de la population du département du Var et donc de la population de la métropole, les résultats, y compris sur la part de la voiture à l'intérieur du territoire, j'allais dire, sont assez impressionnants. Au moment où on a commencé à comptabiliser, on était à 62,7% de part d'usage de la voiture pour notre territoire, on est à 52%. 52,3. On a un objectif à 50%. Je voudrais juste rappeler, par exemple,
que Toulon est la 55e grande ville de France où la qualité de l'air s'est le plus améliorée. Et quelques exemples sur le territoire métropolitain: le soufre, moins 75%, les NOx, moins 44,69%, les PM2,5, moins 36%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a une politique, et ça prend du temps, une politique territoriale qui permet dans tous les secteurs d'améliorer, dans tous les secteurs, je le répète, d'améliorer les conditions dans lesquelles nous assurons notre fonctionnement, notre développement économique, sans nous faire du mal. Parce que globalement, une politique écologique positive, ce n'est pas une politique où on se fait mal, c'est une politique qui améliore les conditions dans lesquelles nous vivons. Et puis pour finir, si vous le permettez, Monsieur le Président, moi j'ai un peu dit quand j'ai entendu parler d'éoliennes offshore au large de Toulon, c'est quand même le premier port militaire d'Europe. On rappelle qu'il y a des sous-marins qui passent, il y a un certain nombre de bâtiments de combat, il y a une zone d'exclusion. On peut imaginer de mettre de l'éolien quelque part, mais certainement pas dans cette zone-là. Merci. Bien, merci pour la qualité de ce débat. Dans une région aussi où nous recevons beaucoup de monde, il est peut-être plus facile d'émettre des mesures strictes pour une population captive et claire et toujours identique. C'est un peu plus compliqué quand on reçoit des centaines de milliers de touristes et qui n'ont peut-être pas la culture que l'on souhaiterait qu'ils aient. Bien, cet échange ayant eu lieu, je mets au voie la validation de ce projet qui est pour, qui s'abstient, pas de contre, et je vous reste. Approbation du bilan d'émission de gaz à effet de serre, M. Vincent. Président, chers collègues, c'est en droite ligne avec le PCAET, puisque dans ce PCAET, nous avons le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, je voudrais juste donner un chiffre. Dans la page 15 de ce bilan qui fait aussi 44 pages, il est indiqué, il y a un histogramme, et il est indiqué que l'immobilisation des biens, autrement dit, ce qu'on va dire nos habitations, globalement, plus tous les immeubles tertiaires, représentent 63% des gaz à effet de serre. Et on entend souvent, on va parler de transport en disant que c'est le principal responsable de l'émission des gaz à effet de serre. Mais non, ce bilan démontre que les transports n'arrivent qu'en 5e position. Nous avons aussi les déchets. Les déchets représentent une partie de l'émission des gaz à effet de serre. Certes, mais quand on regarde dans d'autres collectivités qui sont soumises à la même argumentation, qui ont fait un bilan, cette année c'est le premier, on devra le suivre d'ailleurs, on s'aperçoit que ceux qui vont en centre d'enfouissement technique, autrefois les décharges, ceux-là ont une émission de gaz à effet de serre due à leurs déchets qui est multipliée par 3. Donc, je vous invite à le lire parce que c'est la première fois que nous faisons ce bilan. Et chaque année, nous devrons revenir sur l'évolution à la fois du PCAET et dans le PCAET, il y aura le bilan de gaz à effet de serre. Un autre chiffre, j'en terminerai, c'est que le bureau d'études qui nous a fait ce bilan a donné des chiffres. Il dit notamment que ça correspond, cette émission de gaz à effet de serre, à 22 millions d'allers-retours par avion entre Paris et New York. Alors, c'est des chiffres qui sont importants, mais on verra dans l'évolution du bilan des gaz à effet de serre dans les années qui viennent, qu'un jour peut-être on va diminuer par 10 ce chiffre. Très bien. Des observations, je mets au voie. Ah, pardon, Madame Portiès. Oui, rapidement. Merci. Dans mon intervention sur le PCAET, j'ai souligné l'importance de la
accélérer notre transition pour être à la hauteur des enjeux climatiques. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre que nous avons aujourd'hui vient confirmer cette nécessité. Il met en évidence que 86% de nos émissions proviennent de compétences métropolitaines, notamment les transports, la voirie et la gestion des déchets. Nous avons donc une responsabilité directe et des leviers d'action pour inverser la tendance. Ce bilan doit être plus qu'un état des lieux, qui doit guider nos décisions et permettre d'évaluer l'efficacité de nos actions dans le temps. Un suivi rigoureux et transparent sera essentiel pour mesurer nos progrès et ajuster nos politiques si nécessaire. Pourquoi ne pas mettre en place un comité de suivi comme pour le PCRD avec un tableau de bord? Il garantirait la cohérence et la transparence de nos engagements, il permettrait d'analyser les écarts entre objectifs et résultats et de réorienter les politiques en conséquence. Le projet permettrait d'informer les citoyens sur les actions engagées en renforçant ainsi la redevabilité de la métropole. Nous avons posé le cadre avec le CALD. Nous devons maintenant passer à l'action avec des résultats concrets, mesurer ses biens et réduire réellement ses coûts. Merci. Président, justement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le bilan des gaz à effet de serre est intégré dans le cadre du PCLT. Et donc, en suivant le PCLT, on suivra aussi le bilan des gaz à effet de serre. Et quand nos actions du PCLT correspondent aussi aux actions que nous devons faire pour diminuer les gaz à effet de serre. Et Mme Portuez a raison, la métropole est impliquée autour de 86%. Et donc c'est bien pour ça que nous sommes volontaires et que les actions qui sont dans le PCLT correspondent pour beaucoup à des actions de la métropole. Très bien. Merci beaucoup. Je mets au voix qui est pour cette approbation du bilan, qui s'abstient. Je vous remercie. Approbation des cartographies de bruit. Alors, nous sommes dans la 4e phase aujourd'hui alors on appelle maintenant cartographie de bruit stratégique, échéance 4 de la métropole. Il y a quelques années, ici même, nous avions déjà validé une cartographie. Et donc, si on se rappelle l'échéance 1 renvoyée à une cartographie de 2007 à 2012, nous avions délibéré en 2009. L'échéance 2 et 3 renvoyée à l'élaboration de ce qu'on appelle l'échéance 2, c'est-à-dire de 2013 à 2018 avec des actions qui se déroulaient jusqu'en 2023. Et donc l'échéance 4 renvoie à l'élaboration qui est en cours de cette cartographie de bruit qui va se dérouler de 2022 à 2027 et des actions de 2023 à 2028. Dans cette cartographie, j'invite mes collègues élus à rentrer dans le détail puisque nous avons des annexes qui vous permettent de surveiller la cartographie de vos communes avec des axes où effectivement c'est un petit peu comme le suivi d'atmosphère sur les polluants. C'est pareil, il y a des axes où il y a du bruit, où il faudra peut-être faire des actions, où il faudra certainement faire des actions. Et puis, chacun pourra analyser quelles sont les mesures qui seront mises en place par la métropole, puisque nous sommes responsables des voiries, et d'autres actions qui pourront être mises en place ou par d'autres entités, je pense ailleurs, avec l'aéroport, monsieur. Merci. Mme Portuez. Rassurez-vous, c'est ma dernière intervention. Mais non. J'ai pas prévu normalement. Je serais pas rassurez-vous. Ces politiques stratégiques que nous avons aujourd'hui nous offrent un diagnostic précis des nuisances sonores sur notre territoire. Elles révèlent notamment que plus de 5400 habitants de notre métropole sont exposés à des niveaux sonores supérieurs à 68 décibels. Seuil critique reconnu pour les effets sur la santé, par exemple le trouble du sommeil, chaleur importante et risques cardiovasculaires. D'autres métropoles comparables, comme Aix-Marseille-Touraine, ont intégré ces données dans des plans d'action ambitieux, incluant premièrement la réduction de la vitesse sur certains axes identifiés comme particulièrement brillants, la mise en place d'écrans acoustiques ou d'aménagements limitant la propagation du bruit,
Il y a en fait des dispositifs d'aide à l'isolation phonique pour les logements les plus exposés. Or, dans la délibération qui nous est soumise, sauf erreur de ma part, aucune mesure concrète n'est mentionnée pour traduire ces cartographies en action immédiate. Quels engagements précis la métropole compte à court terme pour réduire l'exposition des habitants les plus touchés? Dispose-t-on d'une enveloppe budgétaire dédiée pour accompagner ces actions ou faudra-t-il attendre encore plusieurs années pour voir les résultats? L'idée du carte est une obligation réglementaire, mais agir pour protéger la santé et la qualité de vie des habitants est une responsabilité. Je vous remercie. Oui, monsieur Vincent, poursuivez votre échange. Oui, ça, comme vient de dire Mme le portuaire, c'est le dernier. C'est le dernier. Donc, je rappelle que ces cartes stratégiques du bruit concernent non seulement le routier, mais aussi le ferroviaire, l'aérien et les installations classées pour l'environnement. Et donc, il y a plusieurs intervenants. Et comme je viens de le dire, la métropole fera des actions, c'est une deuxième étape. Avant de faire des actions, encore faut-il faire une cartographie pour savoir quels sont les axes sur lesquels on devra faire ces actions. Quels sont les secteurs où, par exemple, l'État, on a l'exemple avec les travaux qui sont faits sur l'autoroute, il y a quand même, je ne sais plus combien de kilomètres de murs anti-bruit qui ont été disposés. Sur l'aérien, ce sera aussi à l'État, je pense, ou en tout cas aux délégataires. Et la même chose pour les ICPE, donc les installations classées. J'en connais une par cœur, c'est celle du Cyclona, qui traite de nos déchets. Et là aussi, nous avons mis en place des dispositifs pour que les éléments condenseurs, qui sont des grands ventilateurs, fassent le plus possible. Donc chacun dans son domaine devra faire des actions. Mais je répète, encore faut-il au préalable qu'on ait identifié les zones où il y a du bruit et les niveaux de bruit correspondants. C'est la délibération de bruit. Très bien, merci. Monsieur Laurent, peut-être un mot. Vous êtes en train de vous faire déborder complètement dans n'importe quel Vous allez passer au second rang. Je trie un peu pour parvenir ces catégories. Sur les 2500 pages que l'on reçoit une semaine avant, plus les 742 que j'ai reçus aussi de la mairie, sur ma conseil municipal de Rennes, effectivement, c'est un peu compliqué de lire plus de 3000 pages en une semaine. Et On a tous lu, c'est difficile, on l'a fait. C'est un livre de chevet. C'est un livre de chevet. Et moi, j'ai pas eu le chiche, j'avais vu dans ce rapport sur le bruit qu'il y avait 10 000 personnes, plus de 10 000 personnes qui sont considérées comme impactées de manière sanitaire par le bruit. Donc c'est vraiment un problème grave pour la métropole. Et sur les cartes que vous nous avez fournies, je suis un peu étrange qu'ils n'ont aucun relevé au niveau des boulevards, les boulevards de Strasbourg et de la ville de la République, qui sont quand même réputées comme très brillantes. C'est curieux qu'elles ne soient pas marquées comme étant brillantes. J'aimerais bien avoir des relevé là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire? On a utilisé une borne. Oui. Ou alors c'est en zone, c'est trop près de la zone militaire, on n'a pas le droit de... C'est le bureau d'études qui a fait ce travail. Et ce travail a été fait selon des préconisations qui sont faites par elle. Donc on a suivi un cadre. Et si, comme vous le disiez, c'est indiqué la façon dont nous avons procédé, dont le bureau d'études a procédé. Donc il n'y a pas de borne. En tout cas, il n'y a pas de borne à la métropole. Bien sûr, je voulais juste reproposer deux choses pour améliorer le bruit. Il y a des radars anti-bruit hydres qui commencent depuis cette année à verbaliser les véhicules trop bruyants. Parce que c'est vrai qu'il y a un bruit de fond continu, mais il y a aussi qu'on entend des véhicules qui, quand on les entend traverser une ville, on les entend, les réveillent 20 000 habitants la nuit parce qu'ils sont extrêmement bruyants. Il y a des radars qui commencent à être mis en circulation pour ça, et ce serait peut-être bien d'en avoir sur les métropoles. Et puis après, je sais pas, je vous propose au hasard un transport en commun plus silencieux, un tram avec des jus, ça fait pas beaucoup de bruit. Ça, je peux pas revenir là-dessus. Bien. J'attends que les cartographies. J'attends que les cartographies.
votre micro. Vous n'entendez pas, moi? C'est le bruit. Non, c'est votre micro qui n'est pas branché. Vous avez raison. Voilà. Bien, donc c'est comme approuvé. Soutien au projet de création d'un 10e parc naturel régional sur le territoire du nord de l'Estelle-Tameron. Monsieur Gilles. Donc, soutien au projet de création du 10e parc naturel régional sur le territoire des Morts de l'Estérel et du Tameron. Donc, il faut se rappeler que depuis 2022, la région a une étude d'opportunité et de faisabilité de ce projet. Un territoire d'investigation dit de la Provence cristalline qui regroupe le massif de Morts de l'Estérel et du Tameron a été défini car correspond aux critères du ministère en charge de l'environnement. Ce territoire comporte 53 communes, 10 EPCI. Il représente une réelle opportunité pour notre territoire de préserver nos richesses patrimoniales, notre cadre de vie, et d'insuffler de nouvelles dynamiques économiques, sociales et culturelles. Tout le monde connaît ce massif. Je pense qu'on a tous pleuré quand il y a eu ce sinistre incendie qui a parcouru à plusieurs reprises, d'ailleurs, il y a eu des incendies dans le secteur. Et c'est la proposition donc, de donner un soutien à ce projet, de participer éventuellement aux futurs travaux du parc naturel régional. Bien, c'est des observations. Madame Montfort. Merci Monsieur le Président. Donc, je m'exprime une minute en tant que président du parc national de Sport. Le parc se réjouit de la création de ce nouveau parc naturel régional qui va permettre aux communes qui n'ont pas souhaité accéder à la charte du parc national de se mobiliser, de s'organiser pour la protection de la biodiversité et un développement durable. Les limites du parc national, parc régional au sein de certaines communes seront clairement identifiées puisqu'il ne peut pas y avoir surposition des périmètres. Le parc national travaillera donc en partenariat avec ce nouveau parc régional dans un objectif commun de conservation de nos richesses territoriales. Merci. Très bien, je partage votre sentiment. En tout cas, il était essentiel qu'il n'y ait pas de superposition entre le parc national, notamment son aire adjacente, et le futur éventuel parc régional. Est-ce qu'il y a des observations, pas d'observations? Je me vois qui est pour. Je vous remercie. La délégation suivante, c'est la résiliation du secrétaire d'exploitation numéro 5 de la concession de plage du Bourillon. M. Cavana. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, le Conseil municipal de Toulon a procédé à la résiliation du lot E le 20 décembre 2024. Ce lot E sur la plage du Bourillon est associé au lot de plage numéro 5. Comme les deux forment un ensemble indivisible, la résiliation du lot E entraîne nécessairement la résiliation de plein droit du lot de plage. C'est l'objet de cette délibération. Bien, pas d'observation. Je me vois qui est pour. Abstention, je vous remercie. Rapport d'activité 2023 dans la d'exposition de développement des installations de femmes en Aclévis. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, il est proposé de prendre acte de la partie de rapport annuel d'activité de la exploitation et du développement des installations de femmes. Je crois qu'on peut se féliciter puisque malgré la période de crise où il y a eu une baisse, les choses sont bien retenues avec des effectifs mobilisés. En 2023, la régie totalise 97 stagiaires de corps absolue de fréquentation jamais égalée. Le chiffre d'affaires s'élève à 5 millions d'euros, donc 750 euros issus du produit des ventes publiques et 200 000 euros de subvention d'exploitation de la métropole. La métropole contribue ainsi aussi à l'entretien des installations à travers une subvention d'investissement 340 euros. Merci, pas d'observation. Qui est pour? Donc, pas d'abstention. Abstention. Approuvé. Délégation de service public pour soirée vannes voyageurs dans le corps d'activité de la RMDT. Oui, effectivement, le code de conduite
pas totalement explicite. On peut quand même noter, et je crois que c'est très important, une fréquentation globale en hausse de 7,9% sur la période du 1er janvier au 31 mars, avec 7 870 676 voyageurs. Cela représente 3 243 727 km parcourus par les 335 bus et les 12 bateaux qui interviennent sur les 12 communes de la métropole et dans la petite métropole. Les recettes des voyageurs sont évaluées à 6 540 551 euros, soit près de 19% du service. Le reste du service est compensé par les subventions d'exploitation versées par la métropole, dont le montant définitif sera établi lorsque nous aurons toutes les informations nécessaires. Très bien. L'observation, je me vois qui est pour. Pas d'abstention, je vous remercie. Alors, délégation de service public, toujours pour le rapport d'activité de la RDTP. Oui, donc c'est la suite, puisque je viens de dire que le précédent contrat s'était achevé en avril, et que donc le nouveau délégataire a pris ses fonctions à partir du mois de mai. L'année 2023 se caractérise pour la période du 1er mai au 31 décembre par une fréquentation en hausse avec 19 682 563 voyageurs, ce qui représente 8 445 733 km commerciaux avec un taux de 4,3% de trajet à l'heure. Les recettes des voyageurs s'établissent à 11 212 565 euros, soit 18,7% du coût du service. Le forfait versé par la métropole aux délégataires et DGN pour les charges est à 59 567 807 euros 33. L'observation qu'on peut faire quand même, c'est que si le prix des transports est très réduit pour la métropole, c'est parce qu'on a décidé politiquement d'apporter une contribution importante. C'est l'ensemble des contribuables qui paient pour avoir une dimension de transport très élaborée. Voilà. Ne l'oublions pas, ceux qui demandent toujours plus de gratuité doivent savoir que quelque part il faut quand même payer le service. Je mets au voix cette deuxième délégation, pas d'abstention, pas d'opposition, c'est donc approuvé. Troisième délégation de service public pour la Sama qui décide d'avoir l'activité de la PRV. Oui, merci. Alors c'est une fréquentation qui s'établit à 291 826 voyageurs. Très légère baisse, depuis 2021, la mise en place et le respect du dispositif de régulation de l'accès à l'île de la Porte-Jean-Rol, dénommé charte évaluée, limitant l'activité du délégataire à 4 000 personnes transportées par jour maximum dans des présentations que nous avons évidemment au rendez-vous de juillet et le résultat du concessionnaire, malgré cette légère baisse, nettement positif à 1,2 million d'euros et supérieur aux prévisions du contrat de délégation de service public. Il s'agit donc alors, je dois ajouter que la métropole perçoit du délégataire une redevance qui est évaluée à 360 000 euros avant analyse des chiffres par l'expert. Il s'agit de prendre acte de la remise de ce rapport. Là, c'est l'inverse. C'est TPM qui perçoit une redevance. Pas d'observation. Je me vois qui est pour. Merci. Délégation de service public qui ont toujours une nationale desserte de Brigitte à prolongation de 12 mois. Le temps de commencer une nouvelle descente. Absolument, et c'est en cours. Donc, effectivement, il s'agit de signer un avenant numéro 2 qui représente 22% du prix initial du contrat social. Avec bien entendu l'espoir que la prochaine DSP soit plus de 4 ans. Si je peux permettre.
Je vais avoir la prorogation qui est pour. Je vous remercie. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Ici. Pardon. Je ne m'étais pas signalé assez brillamment, pardon. Simplement une observation sur cette libération que vous proposez pour un amendement de prolongation de 12 mois. D'abord, je vous permets de me féliciter de cette délégation de service public dont on avait beaucoup discuté en 2021 pour traiter ce problème considérable que nous connaissons sur l'IR, avec ce site quasi unique de la profonde vue qui devient un réceptacle de fil ininterrompu de voitures depuis des décennies. Et donc cette fameuse ligne 6 à départ du port Saint-Pierre qui en fait marche très bien et qui est en train de finalement donner une bonne habitude à des passagers qui sont en train de l'intégrer, puisqu'on est sur des ratios quasi identiques, on est sur le chiffre de 2023 dans le rapport, et c'est quasi identique aux périodes antérieures où cette ligne n'existait pas, donc il faut s'en féliciter, et je pense que les délégataires s'en félicitent. Simplement sur cet avenant, il est mentionné dans le préambule qu'il y a un litige actuellement pendant à l'initiative du délégataire contre la métropole pour critiquer la tarification. Et nous sommes aujourd'hui introduits dans une procédure de médiation qui est obligatoirement proposée devant le tribunal, mais qui n'est pas encore aboutie. On prolonge heureusement, puisque ça a peu le choix, puisque ça s'échelonne le mois prochain, donc on le verra d'un an. Mais j'aurais aimé avoir des précisions là-dessus, puisque la privé ne critique pas la tarification fixe, c'est variable. Et cet avenant nous propose, au-delà des 12 mois, nous indique que la part l'augmentation était de 1%, mais qu'elle passerait à 22%. Je vais m'interroger sur la teneur exacte de ce qui est mentionné dans cet avenant. Moi, je n'ai pas la réponse, donc je n'ai pas la faire. On vous sera apporté, techniquement, je suis incapable de vous répondre, à la fois sur l'existence de contentieux. Je ne comprends pas s'il relève de la prochaine testée. J'imagine pas qu'il y ait un problème. Il y a un problème actuellement, puisqu'il a été introduit en mars 2024 par le délégataire. Oui, sur la testée actuelle. Oui. Oui, d'accord. Sur la testée actuelle, pas sur la future. Bon, peut-être, je ne suis pas informé, on ne va vous apporter des informations, mais si possible, lors d'un prochain conseil, on les diffusera à l'ensemble des membres de notre conseil d'administration, mais je n'ai pas la réponse. Sur la donne, je la donne. Donc, pour le service public, sur la dessin Paris des sites d'or, est-ce qu'on va évoquer? Pour le moment, c'est la question. Autant pour moi, j'ai un devoir, la position, l'abstention, donc approuvé. Et dernière, pour faire la libération, je ne sais plus, convention dans la métropole sud-escotale, pour faire l'exploitation de 2 Airbus à Saint-Cruz. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, chacun d'entre nous a tout remarqué à quel point la conduite de ce chantier mise à peu près 3 voies de l'autoroute A57 est véritablement exemplaire, et notamment aussi exceptionnel dans la mesure où il va y avoir un arrêt au nord et au sud de l'autoroute pour permettre aux bus une desserte et des voyageurs, avec aussi un rapport de proximité avec la gare de Saint-Cruz qui fera une intermodalité complète. Et donc, effectivement, pour pouvoir organiser cette desserte et cette arrêt, je le rappelle, très exceptionnelle sur l'autoroute, il faut effectivement l'observation, je me vois, l'abstention, l'opposition, c'est donc approuvé. Et donc, dernière délibération, c'est sur du dispositif d'aide, l'achat d'un vélo électrique pour la coupe d'Assa. Oui, effectivement, la métropole est très engagée depuis 10 ans dans ce domaine, puisque il y a eu une politique qui était offensive sur l'acquisition de vélo électrique.
par la présente délibération, concernant la participation financière de la Commission de la protection du ménage modeste, tout en déduisant pour les autres foyers un forfait. Oui, monsieur Navarre. Oui. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie. Pour cette dernière délibération, quelques observations. On passe l'aide aujourd'hui qui est jusqu'à 1 000 € à hauteur de 25%, c'est-à-dire, puisque tous les vélos électriques qui étaient compris jusqu'ici dans l'aide dépassaient la quasi-intégralité de tous, une aide à 250 € sans condition de revenu. C'était la règle aujourd'hui, encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui. On passe cette délibération pour passer l'aide à 100 €, c'est-à-dire une baisse de 250 €, ce qui était l'aide moyenne, à 100 €, donc moins 150 € d'aide, sauf pour les revenus modestes, qui eux vont pouvoir bénéficier d'une aide à hauteur de 300 €, donc un peu augmentée, il y a 50 € en moyenne en plus pour eux, en élargissant un peu l'assiette du type de véhicule. Et c'est vrai que les kits électriques, notamment pour les fauteuils roulants, est une bonne chose. Mais du coup, notre question, c'est pourquoi limiter et passer pour la quasi-majorité des foyers l'aide de 250 € à 100 €? Est-ce qu'on souhaite maintenir une enveloppe financière identique? C'est 1700 personnes chaque année qui bénéficient de cette aide. Donc si on fait le calcul des 1700 par 250, on a, pardonnez-moi parce que je le fais en même temps, 426 000 € qui étaient, entre guillemets, versés en aide chaque année. C'était l'enveloppe, a priori, qu'on y confiait. Est-ce que vous pouvez nous assurer qu'avec ce dispositif, on va augmenter le nombre de bénéficiaires? Nous nous en doutons un petit peu. Sauf que, en soi, il n'a pas été prouvé qu'il y avait un frein à l'achat, ou en tout cas que le frein à l'achat serait retiré en baissant l'aide. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va maintenir, nous allons nous abstenir sur cette délibération parce que ce n'est pas très clair pour nous, est-ce qu'on va maintenir le nombre d'aides, c'est-à-dire est-ce qu'on va continuer à en faire bénéficier en moyenne 1700 personnes par an, ce que nous pensons, et du coup on va diminuer l'enveloppe d'aide elle-même de 426 000 € en moyenne chaque année à mon avis, 200 ou 300 000 €. En fait, est-ce que l'objectif de la métropole est de diminuer son propre coût, la propre enveloppe qu'elle verse, ou est-ce qu'elle a vocation à augmenter au contraire l'assiette et tout en maintenant à peu près 450 000 € par an peine reversée aux administrés, en augmenter le dispositif? Je crois que l'objectif de la métropole, c'est d'être efficace et surtout de pouvoir répondre aux demandes de personnes qui ont des conditions financières d'acquisition qui ne leur permettent pas l'acquisition, que ce soit en vélo recyclé, etc. Donc l'important, c'est ça, je crois que c'est la prise en compte par les dossiers étudiés, au cas par cas, de façon à ce que l'aide puisse véritablement être orientée, mieux orientée, notamment sur les personnes qui en ont particulièrement besoin. Et vous l'avez rappelé, comme je l'ai dit moi-même, qu'en plus, on augmente le périmètre, si je veux dire, avec les fauteuils roulants et les cargos. Donc, tout ça fait que l'enveloppe doit rester effectivement de concentration. Nous avons aussi un souci de rigueur budgétaire qui est tout à fait normal, mais en même temps, de pouvoir mieux cibler les aides qui sont accordées. Si vous leur privilégiez peut-être la dimension sociale et l'élargissement de l'assiette à ce qui pourrait à terme s'apparenter à quelques effets de règle. Voilà. Donc c'est une évolution de la vision du sujet. Voilà, il n'y a pas d'autre justification. Merci pour cette observation. Je mets au voix qui est pour. Abstention. Je vous remercie. Merci pour ce conseil. On se revoit d'ici à moi. Merci beaucoup. Bonne fois, ça allait.